Bonjour et bienvenue ici à l'abbaye de Maizet pour cette émission exceptionnelle de Sans détour. Exceptionnelle à plus d'un titre, d'abord parce que nous sommes dans le beau décor du marché de Noël de l'abbaye. Ça vous donnera envie d'y venir l'an prochain. Ensuite parce que c'est Jean-Paul Lubot qui va venir s'asseoir à côté de moi dans la voiture. Jean-Paul Lubot est directeur général du groupe Marie-Claire. C'est une grosse machine à faire fonctionner avec plusieurs dizaines de titres dans le monde. Marie-Claire, Marie-Claire Idée, Avantage, Cuisiner et Vins de France notamment. Alors avec lui, on va découvrir son parcours puisqu'il est d'Antigny et on va aller du côté de Vix chez Christian Chabiran au Prieuré La Chaume pour découvrir du vin, bien entendu. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Je tiens à dire que vous avez fait spécialement le déplacement de Paris quand même pour les téléspectateurs de TV Vendée. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas souvent à Antigny? J'essaye de venir tous les trimestres voir ma famille, mais c'est pas très régulier effectivement, parce que je partage ma vie entre plusieurs régions maintenant. D'accord. Et notamment Paris évidemment. Alors vous arrivez à faire cette bascule de passer d'une région à l'autre, de week-end, etc. Enfin vous avez beaucoup de déplacements. J'aime la France, j'aime la province, alors je me suis installé un peu dans le sud à Marseille, beaucoup à Paris et un peu dans le Perche. Évidemment, ma terre de cœur, ça reste la Vendée, donc j'y viens régulièrement. Juste une question, vous êtes le directeur général délégué du groupe Marie-Claire. Un directeur général délégué, ça travaille combien d'heures par jour? Je compte pas les heures en fait, parce que moi je considère pas que je travaille tout le temps, mais en fait ceux qui vivent avec moi considèrent que je travaille beaucoup. Mais je suis hyper connecté, donc en fait dès le matin au réveil, je suis sur mes mails, comme beaucoup je pense. Hein. Je traite tous mes dossiers, puis je pars au bureau, je fais mes rendez-vous. Et en général je fais à peu près 10-12 heures par jour. À peu près. Mais il y a aussi beaucoup de moments très agréables, donc ça ne me paraît pas très long. J'ai le sentiment que vous faites un métier passion. Oui, c'est vrai. Combien de magazines vous avez nous publions 80-90 magazines dans le monde, dans 35 pays. Personnellement, moi, je dirige vraiment plutôt la France et je prends particulièrement soin du navire amiral qui est Marie-Claire, qui est dans 35 pays, et puis aussi de quelques magazines de vin, de gastronomie, etc. Mais je dirige l'ensemble sur le plan de l'activité commerciale et business. Très bien. Alors, on va aller parler de tout ça dans la voiture. On est parti, vous ne savez pas où, hein? Non, absolument pas, mais je vous suis. Vous préférez le Perche à la Vendée aujourd'hui? Non. Attention à ce que vous racontez là. Pas du tout. Tout est enregistré à partir de maintenant. Hein. Je ne préfère pas le Perche à la Vendée. Le Perche ressemble beaucoup à la Vendée, au bocage vendéen, que pour le coup j'adore, parce que c'est très vallonné. Ouais. Le gros avantage du Perche, c'est surtout les traducteurs de Paris, ce qui pour moi est plus simple dans ma vie, dans l'organisation de ma vie. Comme je travaille beaucoup, c'est difficile de faire 8 heures de route tous les week-ends, donc là je fais simplement 4 heures. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez formidable dans le Perche, et comme c'est un parc protégé, la nature est extrêmement belle. Ouais. Et l'architecture aussi, l'urbanisation a été très contrôlée, donc les villages sont très jolis. Et c'est vrai qu'avec le temps, je ressens le besoin de retrouver plus la nature. Même si je suis pas quelqu'un de rural par excellence, mais j'ai besoin d'avoir un pied à terre à la campagne. J'aime revenir aussi en Vendée de plus en plus. Chaque fois que je reviens, ça me faisait ça tout à l'heure, que je revois les paysages et tous les souvenirs d'enfance. Je suis passé près de la Tourtelière tout à l'heure où j'ai fait mes études secondaires. Évidemment, c'est toujours un moment de... Vous aimez Paris? Comment vous avez découvert Paris? Dans vos études, vous aviez envie d'aller à Paris. Vous aviez cette envie déjà? Oui, c'est extrêmement simple. J'ai pas vraiment eu le choix en fait, parce que j'ai fait mes études donc en Vendée, puis à Audencia à Nantes, et ensuite j'ai passé le concours du master média de l'ESCP EAP, Subdeco Paris donc, que j'ai eu. Et c'était à Paris, donc j'ai dû aller m'installer à Paris dans les conditions d'un étudiant. À l'origine, je voulais faire de la com. Et j'avais commencé cela parce que quand j'étais jeune, étudiant à Audencia, j'avais créé un groupe de communication
qui avait la mission de fédérer des entreprises vendéennes. Ça s'appelait Antigné Entreprises. Aujourd'hui, ça s'appelle Antigné Entreprises Pays de la Châtaigneraie. Ça a très très bien marché, on a organisé des forums, on a organisé des formations communes, on a essayé de faire connaître un peu notre région, puisqu'on était très enclavés à l'époque. Ça a fait des petits, puisque d'autres groupes d'entreprises se sont créés en Vendée, Chantonnay Entreprises, Pouzauges Entreprises, etc. Ils existent toujours d'ailleurs. Et c'est vrai que donc, je me suis retrouvé au milieu de ces chefs d'entreprise, et ça m'a donné à la fois envie de créer en fait, enfin de me lancer dans la communication, mais aussi ça m'a donné aussi l'envie du business. Ça veut dire quoi? Vous aviez envie de monter votre magazine, développer un magazine, reprendre moi je suis vendéen, donc je suis entrepreneur, parce que beaucoup de vendéens, on a quand même ça qui est très fort en Vendée. On parlera certainement tout à l'heure du cercle vendéen, j'imagine. Oui. C'est quand même cet esprit entrepreneuriat, et moi je suis un entrepreneur dans l'âme, je pense, parce que j'ai toujours eu envie de faire des choses. J'ai eu la chance de faire des études, donc finalement de pas forcément créer ma société, mais de diriger les sociétés pour les autres. Et effectivement, créer, c'est quoi? C'est notamment créer des magazines. Et j'ai eu la chance d'en lancer 5 ou 6 depuis le début de ma carrière. 5 ou 6? Oui, j'en ai lancé deux en République tchèque, des magazines de musique. Ouais. Et puis en France, j'ai lancé un magazine masculin à l'époque qui s'appelle FHM, qui aujourd'hui ne marche plus très bien, mais qui c'était à l'époque du développement de la presse masculine. Ouais, mais je connais FHM. Voilà. C'est vous qui avez lancé ça? C'est moi qui avais lancé ça. Et puis j'ai eu un autre fait d'armes, alors lui qui est beaucoup plus connu, puisque peu de gens savent que c'est un Vendéen qui l'a lancé, c'est Closer, puisque j'ai créé Closer. C'était mon idée. Je suis allé chercher quelqu'un qui s'appelle Laurence Pieux, qui est toujours à la tête de Closer maintenant. Elle est rédactrice en chef. Mais c'est moi qui l'ai créé, donc effectivement, en 2005. Et ça a été le succès qu'on connaît, puisque au bout de 2 numéros, on vendait 600 000 exemplaires. Est-ce que vous créez ce que vous avez envie de lire, ou est-ce que vous créez parce que vous sentez que ça va être chouette? Ah non, je crée pas du tout ce que j'ai envie. Je crée pas du tout ce que j'ai envie de lire. Parce que Closer. C'était très amusant, mais Closer c'était surtout une aventure marketing pour moi, parce que on a lancé ça de manière extrêmement originale, avec des codes couleurs très forts. On parlait d'un magazine 4 en 1 comme on parlait quelque part du food, puisqu'il y avait de la télé, du people, etc. On faisait changer les prix régulièrement, comme pour les promotions aussi dans la grande distribution. Donc ça c'était vraiment un cas d'école marketing. Bon, après le people c'était très amusant, mais j'ai très vite pris de la distance, et en fait 1 an après le lancement ça s'est très bien passé, et j'ai pris la décision de rejoindre un autre groupe, qui est le groupe Marie-Claire, donc, où là j'ai fait la presse haut de gamme. Et moi quand je crée des magazines ou quand je réfléchis avant tout à mes lecteurs ou mes lectrices, et donc j'essaie de voir ce qui pourrait, comment les toucher. Donc je fais beaucoup d'études sociologiques, on fait beaucoup d'études de groupe pour comprendre les attentes des lectrices, pour savoir comment elles réagissent à une couverture, à des sujets, et j'essaie de ne pas réagir qu'avec mon propre sentiment, parce que dans ce cas-là, je ne saurais pas forcément m'adresser au bon public, et non plus à un public assez nombreux. Voilà, donc le dernier lancement que j'ai fait, c'est Stylist. Stylist, S-T-Y-L-I-S-T, c'est ce qu'on appelle un freemium, c'est le premier magazine gratuit haut de gamme. Quand on l'a lancé il y a 2 ans maintenant, personne n'y croyait, sauf nous évidemment. Aujourd'hui, donc, on en distribue 400 000 exemplaires toutes les semaines dans 10 grandes villes. Donc c'est un magazine urbain. Et on vient d'atteindre quasiment 1000 pages de pub au bout de 2 ans, donc on va commencer à gagner de l'argent l'année prochaine. Et c'est un magazine extrêmement haut de gamme, mais qui est distribué gratuitement. Donc là aussi on a cassé les règles. C'est-à-dire qu'on pensait que qui dit gratuit dit qualité médiocre, produit très populaire, etc. Eh bien non, nous on a décidé de faire quelque chose de très valorisant, de très pointu, même dans les contenus, notamment en mode, mais aussi dans la société. Et en fait c'est un succès incroyable, parce qu'on a remporté tous les prix des lancements. Je sens que c'est jubilatoire pour vous de réussir un magazine. Ah bah oui, c'est quand même inespéré. C'est à chaque fois. Non, parfois je me suis aussi beaucoup planté. J'ai lancé un magazine qui s'appelait Envy, qu'on a fermé, ou du moins qu'on a fusionné avec un autre magazine Bi au bout d'1 an. Mais ça ne pose aucun problème, parce que je pense qu'aujourd'hui il faut avoir l'esprit anglo-saxon. J'ai appris ça quand j'étais à Harvard. C'est que pour avoir la culture du succès, il faut la culture de l'échec. Et donc il faut apprendre à prendre des risques. Et qui dit prendre des risques dit qu'on peut réussir, mais on peut aussi se planter. Mais il faut toujours apprendre de ses erreurs. Donc, et notamment le magazine qui ne s'est pas poursuivi n'était pas cohérent avec l'ADN de mon groupe, qui est un groupe qui fait que de la presse haut de gamme. Et ce magazine-là était un magazine plutôt grand public. Et en fait, ça ne correspondait pas, et c'est pour ça qu'on n'a pas persisté. Alors, on n'aura pas le temps de parler de tout. Vous voyez, il y a un petit panneau avec marqué on est à 4 km de Vix. Ça vous dit quelque chose, Vix? Et si, je connais. Oui. Vous connaissez un peu? Je connais pas bien, mais je suis déjà allé une fois. On va écouter Christine and the Queen.
Et puis on va se rendre jusqu'à Vix. Je vous emmène, c'est le moment de vous le révéler, chez Christian Chabiran. Christian Chabiran est producteur, vigneron. Il a créé sa cave. C'est un cas assez atypique parce qu'il y a 16 ans, il a planté ses vignes. Et il n'a pas repris celle de son père ou de son... Il a tout fait lui-même. Et donc, il fait du vin bio et il nous attend. C'est génial parce que je connais pas, je connais Monsieur Michon et d'autres vignerons. Jérémy Moura évidemment, mais je ne connais pas Monsieur Chabiran, donc c'est une très bonne initiative. Très bien. On écoute Christine and the Queen. Dites un petit mot, pourquoi vous l'avez choisi? Christine and the Queens, d'abord j'adore sa musique, et elle a un succès incroyable, elle est très talentueuse, mais surtout c'est que Stylist a été le premier magazine à la mettre en couverture avant qu'elle soit vraiment connue. Ah c'est bien, très bien. Et elle nous a fait un concert privé ensuite. Ah c'est bien, on l'écoute. Chasteté, toutes celles qui glissent sous l'oreiller, des cupidons aux lèvres abîmées, sur le sexe les jambes repliées. Je suis contre les chastetés, ces refus à bouche fermée, qui font du corps loin de corps à piller, et sonnent l'éclat des frivolités car... Alors Jean-Paul, au milieu de ces vignes, c'est un peu votre élément finalement Un petit peu, depuis une dizaine d'années, oui, l'adoption, avec la Revue du vin de France, effectivement. On va aller voir tout à l'heure Christian Chabiran pour déguster son vin, pour faire un peu connaissance aussi, puisqu'il nous accueille ici dans ses vignes. Auparavant, un petit mot quand même sur Marie-Claire et sur alors cette interpellation, c'est le magazine de l'intelligence et du style. À chaque fois, j'arrive pas à me le mettre en bouche. C'est notre signature. Alors, ça peut paraître prétentieux, ça l'est pas du tout. Ouais, je trouve ça un peu... Oui. En fait, pas du tout. C'est que l'ADN de ce magazine qui a 60 ans maintenant, c'est ce qu'on dit en anglais « style and substance ». C'est le seul magazine qui s'est allié féminin, qui est à la fois un grand magazine féminin d'opinion, qui s'est allié à la fois des grands reportages. On envoie des reporters au bout du monde qui risquent leur vie. On a fait des reportages sur Boko Haram, on les envoie en Afghanistan, au Pakistan. C'est le seul féminin qui fait ça. Et puis en même temps, on a du glamour, avec de la mode et de la beauté. À un très haut niveau. Et donc c'est pour ça que la signature, en fait, elle désigne surtout les qualités de nos lectrices. Notre lectrice phare pour Marie-Claire, c'est une femme élégante et intelligente. Donc ça qualifie autant le lectorat que le magazine. Alors qu'avantage serait plutôt sur un profil plus populaire, on va dire. Non, avantage reste sur nous on est toujours sur des cibles, on va dire 16P+, mais c'est plus pratique. C'est un magazine qui est plus pratique, qui vous accompagne plus dans la vie. Marie-Claire, c'est plus un magazine de l'opinion. Jean-Paul, vous êtes, et c'est pour ça au départ que moi je vous ai découvert, le président du Cercle des Vendéens. Alors un petit mot sur ce Cercle des Vendéens. Alors c'est le Cercle Vendéen, non pas le Cercle Vendéen. Alors le Cercle Vendéen, en fait, c'est une idée qui m'est venue il y a quelques années quand Bruno Retailleau, qui est un ami de longue date, m'a invité à déjeuner. Je m'étonnais qu'il n'y ait pas de diaspora, enfin de club tel que les clubs des Marseillais ou des Bretons. Et quand Bruno a pris la présidence, du département, il m'a appelé, il m'a dit écoute, est-ce que tu voudrais pas créer un club, voilà. Et donc j'ai réfléchi et je lui ai dit, écoute, on va créer le Cercle Vendéen. Ce sera un cercle composé de Vendéens d'origine, enfin de souche ou au moins d'adoption, mais d'adoption solide, et qui ont des responsabilités dans différents domaines, que ce soit dans le monde des médias, dans le monde de l'industrie, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des artistes, etc. Et aujourd'hui, nous l'avons créé depuis maintenant 4-5 ans, et aujourd'hui, nous avons 160 membres. Nous nous réunissons tous les 3 mois à peu près avec des dîners-débats et nous recevons des grands invités, des grands témoins. Nous avons eu Pierre Gattaz, nous avons eu plein de journalistes, Nicolas Bétou, Christophe Barbier, Raphaël Baquet, bientôt Catherine Ney. Nous avons eu des capitaines d'industrie comme Arnaud Puyfontaine, président de Vivendi, Serge Papin de Système U, Christophe de Margerie malheureusement qui nous a quittés maintenant, président de Total mais qui est aussi vendéen. Et voilà, et on crée ce club, ce cercle qui permet en fait de développer le réseau. Voilà, c'est un club totalement apolitique. Voire des affaires. Voilà, des affaires aussi, parce qu'on se rencontre beaucoup et on se soutient. Et voilà. Et alors, le vice-président du cercle que j'ai la chance pour moi-même de présider, c'est quelqu'un de très connu, parce que c'est Didier Pinot-Valenciennes, qui est quand même un des plus grands patrons français. Voilà. Et il y a beaucoup de monde qui se réunissent régulièrement. Et l'animatrice
celle qui est à la fois membre du conseil d'administration et qui anime, je sais, a fait aussi votre émission, c'est Nathalie C'est Renaud. Nathalie Renaud. Très bien. On va aller déguster le vin de Christian Chabiran. On va aller à sa découverte. On est au Prieuré La Chaume. Venez. Jean-Paul, on est ici au cœur du chai. Vous avez l'habitude de visiter les chais dans le cadre de... Un petit peu, j'ai pas beaucoup de temps, mais de temps en temps, j'accompagne effectivement les dégustateurs de la Revue du Vin de France. Oui. D'accord. Je vous présente Christian Chabiran. Bonjour Christian. Bonjour Jean-Paul, enchanté. Merci Bonjour. de nous avoir reçus. On est là pour faire une petite dégustation. Un tout petit mot quand même sur le Prieuré La Chaume. Votre spécificité à vous, c'est que vous avez tout créé. Vous êtes parti de rien. Ça, c'est fabuleux parce que c'est pas fréquent finalement. Ouais, je pense que c'est assez rare et on fait partie sans doute des quelques raretés sur les doigts d'une main. Ouais. Dans la mesure où on a vraiment créé de toutes pièces, ex nihilo, un vignoble sur un terroir totalement vierge et qui de plus est n'a jamais connu historiquement la vigne. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes au cœur du Marais Poitevin, sur l'ancien golfe des Pictons, et historiquement la mer venait lécher les coteaux sur lesquels nous avons créé le vignoble. Et on n'imagine pas de la vigne au pied de la mer. D'accord. Pas encore. Paul, une réaction? Bah, moi, je trouve ça formidable, d'abord parce que c'est un entrepreneur vendéen qui aime sa région et qui, en plus, maintenant fait partie des meilleurs vignerons de Vendée. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a des noms vendéens qui commencent à ressortir. Ouais. Et je suis bien décidé à demander à mes dégustateurs de revenir faire un petit tour ici. Puisque le domaine, le Prieuré de la Chaume a été une des découvertes de la Revue du Vin de France. Ouais. C'est ça. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, au tout début, lorsque nous vendions nos toutes premières bouteilles. Ouais. Alors, on va goûter un peu de vin, en vous rappelant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous ferez bien attention. Qu'est-ce qu'on va goûter alors? Un Orfo, sauf pour nous. Je vous laisse servir. Bien vous sûr. expliquez ce que c'est? Alors, je vous sers une cuvée qui est assez révélatrice de ce que l'on fait ici. On a adopté un positionnement assez original. On élabore ici ce que j'appelle des vins de mémoire. C'est vraiment... Finalement, historiquement, c'est ce qu'on appelait des vins de garde, mais je pense que vin de mémoire, ça évoque plus de choses qu'un simple vin de garde. Et l'idée, c'est vraiment de faire des vins qui ont beaucoup de caractère, qui sont vraiment ce que j'appelle les tripes de l'endroit, qui vont avoir beaucoup de minéralité, beaucoup de profondeur, et qui vont avoir une capacité à vivre dans le temps, comme nos aïeux aimaient avoir dans leur fond de cave, des bouteilles qui pouvaient vivre plusieurs décennies. Jean-Paul, il sent quoi? C'est toujours difficile. On sent que c'est un vin, un vin qui est donc un vin de garde, même si on appelle ça un vin de mémoire. Mais au nez, là, c'est très difficile pour moi de me faire une idée avant de... Alors, c'est en 2008. Il a beaucoup de fraîcheur. Hein. C'est un vin qui a beaucoup de fraîcheur. Beaucoup de fraîcheur. Vous avez aussi beaucoup de concentration. Hein, on sent ça. Puissant, une belle matière. Donc, c'est des vins aussi d'accompagnement. C'est des vins, moi, c'est comme ça que je les appelle. Je dis que c'est des vins à boire et à manger. Le vin nourricier, dans le sens, Alors, quel cépage? dans le sens premier du terme. Quel cépage? Alors, on est sur une trilogie de cépages. Je suis un peu à l'épicentre ici, entre le Médoc et la Loire. Donc, il y a du merlot. Et donc, il y a du merlot. C'est une base merlot associée avec du cabernet sauvignon et un petit raccord avec l'appellation locale, bien connue, qui s'appelle les Fiers Vendéens. J'ai un petit peu de négrette dans cette cuvée. C'est un assemblage très original. Ouais. Je crois que Alors, c'est le seul vin avec cet connaisseur, assemblage. effectivement, c'est des assemblages originaux qu'on vous propose aussi. Pas le Cabernet Franc avec le Merlot, puisque c'est un des deux cépages du Bordeaux. Mais avoir un assemblage avec la négrette, je crois que ça n'existe pas, ni en Vendée, ni ailleurs. Vous avez découvert le vin dans la profession? Bon, ou vous avez toujours été moi amateur? d'abord, je viens d'une famille de paysans, donc je viens de la terre. Mon père aurait rêvé d'être paysan, mais pour des raisons de santé, raison familiale, n'a pas pu prendre une ferme. Il était estimateur en bovins. Donc moi, je l'ai accompagné dans les différentes fermes. Mais tous mes oncles et tantes avaient des fermes, donc j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été attaché à la terre et un peu à la vigne, même si nous n'avions pas vraiment de vigne. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et puis moi, je suis bon vivant, donc j'aime manger, j'aime boire. Et évidemment, je dégustais un petit peu les vins auparavant et surtout les champagnes. J'étais un grand amateur de champagne. Depuis que je suis à la Revue du Vin de France, j'ai cette chance de fréquenter les meilleurs vignerons, mais aussi parmi les meilleurs dégustateurs au monde, parce qu'on a vraiment, notamment Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde qui travaille avec nous, Olivier Poult, Philippe Morange, etc. Et donc, effectivement, nous avons une cave à vin. Nous dégustons régulièrement des vins au groupe Marie-Claire pour la Revue du Vin de France. Pour ma part, j'y vais de manière très ponctuelle, parce que ce n'est pas mon métier, évidemment.
On vous remercie beaucoup, Christian Chaviran, de nous C'est moi avoir qui fait vous remercie. partager ce plaisir-là. On va continuer, on va finir notre verre. Nous, on va se quitter. Merci Jean-Paul. Prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps. Merci. Vous pouvez continuer. Et puis, je vous ramène du côté de Très bien. Maizet. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. La semaine prochaine, salut.